Christian Parizeau qui nous a rejoint. Bonjour Christian. Bonjour. Conseiller économique chez Aurel BGC. On va se demander avec vous pourquoi les investisseurs retournent vers les actifs américains. C'est vrai qu'on a le dollar qui retrouve son rôle de valeur refuge depuis quelques jours. C'est grâce à quoi? L'hégémonie militaire qu'ont démontré les États-Unis. Alors, on peut peut-être y voir un aspect militaire. On peut aussi y voir aussi qu'au moment où on a eu la plus forte tourmente sur les marchés, on ne savait plus où investir quelque part. Parce qu'on a vu, chose exceptionnelle, les taux longs remonter avec la bourse qui baissait. Donc ça veut dire que les marchés obligataires, les dettes souveraines n'ont pas servi de refuge au moment où on avait les craintes les plus fortes. Donc on n'a pas vu non plus l'or ou l'argent qui ont réellement réagi positivement à tout ça. Ça a été très volatile, hein, mais on n'a pas eu véritablement un flux aussi violent. Et donc il nous est resté finalement que le dollar, mais le dollar cash quelque part, hein, c'est avoir le dollar qui a servi. Alors pour plusieurs raisons, hein. D'une part, parce que certes, on aurait pu dire que c'est une source d'incertitude politique, une source d'incertitude géopolitique qui pouvait entraîner les arbitrages, notamment vers l'or, par exemple. Mais très, très vite, les marchés ont joué un scénario. C'est le scénario en partie 2022, c'est le scénario de stagflation. Et quand on fait ce scénario de stagflation, qui sont les premiers exposés? C'est d'abord l'Asie, puisque l'Asie est très dépendante de ce pétrole, de cette zone-là. Ensuite l'Europe et les États-Unis, beaucoup moins, puisque les États-Unis sont maintenant autosuffisants dans l'énergie. Ils ne sont pas du tout importateurs de gaz et ils ont ce qu'il faut au niveau du pétrole. Donc finalement, il y a eu le sentiment que c'était négatif quand même, parce que si les cours du pétrole montent, ça monte pour tout le monde, dans le monde entier, et donc le consommateur américain paiera autant que le consommateur européen. Par contre, ce qu'on peut jouer, c'est se dire que quand même, s'il y a un scénario de stagflation, les États-Unis seront relativement épargnés. Et puis surtout, je pense qu'il y a eu pas mal de grandes gestions américaines qui ont décidé de rapatrier à ce moment-là, parce que la grande thématique depuis le début d'année, c'était diversification. Beaucoup de gestions avaient joué énormément l'intelligence artificielle et avaient concentré leurs risques sur l'intelligence artificielle. Et donc, on avait vu qu'il y avait quand même un peu d'instabilité et beaucoup d'interrogations. Donc, c'était diversification et diversification sur les émergents et sur l'Europe. Et donc, je pense qu'il y a ce double phénomène de dire... D'une part, je vais là où c'est le plus sûr, ce qui me paraît plus sûr à la marge, et d'autre part, j'arrête ma diversification et je me repositionne sur ma devise. Et donc, je pense aussi qu'il y a eu un effet de rotation au niveau des grandes gestions américaines. Oui, parce que quand on regarde Wall Street, finalement, maintenant, depuis le début de semaine, c'est même en légère hausse pour le Nasdaq. L'Europe reste en retrait, mais alors du côté de l'Asie, là, c'est complètement différent. Donc, en fait, les investisseurs ont fui des pays comme la Corée du Sud, parce que ça avait fortement monté aussi, il faut le dire, pour revenir vers quelque chose de plus sûr, les indices américains et le 10 ans américain aussi. Alors, le 10 ans moyen quand même, parce qu'on est quand même, on est monté au-dessus du 4,10 sur le 10 ans américain. Donc il y a eu un petit phénomène, mais pas tant que ça finalement, parce qu'au regard du mouvement, mais ça c'est pourquoi on n'a pas ce phénomène aussi fort que d'habitude, parce qu'encore une fois, ce que joue le marché, c'est peut-être l'incertitude géopolitique, et ça, l'incertitude géopolitique, c'est bon pour le dollar, c'est le côté valeur refuge, mais ce que voit aussi de plus en plus le marché, c'est le scénario stagflation. Et stagflation, ça nous rappelle 2022, c'est-à-dire que c'est un marché dans lequel vous avez la bourse qui baisse et le marché obligataire qui baisse. Donc ça veut dire que si vous êtes vraiment dans ce scénario-là de stagflation, on peut avoir des banques centrales qui ne baissent pas les taux. En plus, les banques centrales ont un prix depuis 2022. On a vu quelques déclarations de banquiers centraux qui sont tout de suite sortis du bois en nous disant attention, c'est plutôt un signal qui nous incite à être prudents, à pas baisser les taux rapidement, parce qu'en 2022, c'était la fameuse inflation transitoire. Oui, le mot transitoire. Voilà, c'était le mot, voilà. Et puis après, les banquiers centraux se sont aperçus que l'inflation était un peu plus résiliente, un peu plus forte, et donc du coup ils ont regretté de ne pas avoir réagi beaucoup plus tôt, et donc maintenant on les sent beaucoup plus prudents. Donc finalement aujourd'hui, si vous êtes dans un scénario dans lequel on est sur des cours du pétrole qui restent durablement 90-100 $, donc on va avoir de l'inflation importée. Bon, on sait que cette inflation importée est négative sur l'activité, ça, il n'y a aucun souci, on sait que ça va pénaliser la croissance, ça va pénaliser le pouvoir d'achat des ménages, ça va pénaliser l'investissement
l'investissement des entreprises. Donc, ça aura un effet négatif sur la croissance. Donc, on pourrait aller vers l'obligataire. Le seul problème, c'est qu'avec cette inflation importée, on sait que les banques centrales vont pas baisser les taux, vont s'inquiéter de la transmission de cette inflation importée dans le noyau dur des indices des prix. Et on sait qu'on sort d'une période où l'inflation a nettement ralenti. Elle est même revenue à l'objectif de la BCE en Europe et elle est quand même un petit peu trop élevée aux États-Unis. Mais on sait que les banquiers centraux estiment que cette inflation qui avait beaucoup diminué était liée aussi au recul des prix énergétiques. Et on voit encore les noyaux durs qui sont un petit peu plus forts, alors pas beaucoup en Europe, mais beaucoup plus aux États-Unis. Et donc, on peut se dire que les banquiers centraux, avec un choc importé, avec le fait qu'une partie de ce choc va se voir dans le noyau dur des prix, je vous prends juste un petit exemple. Quand les prix du pétrole montent, dans un premier temps, ça fait monter le coût du transport, mais dans un deuxième temps, ça fait monter le coût des stocks pour les entreprises, parce que les coûts de livraison ont augmenté. Et donc, à terme, la distribution va répercuter ça, par exemple, dans ses prix de vente. Donc, c'est un effet en plusieurs, je dirais, un effet en chaîne qui met plus de temps à se répartir, mais là, on voit bien que si on a des prix du pétrole durablement élevés, les banquiers centraux ne peuvent pas considérer que le corps de l'inflation ne va pas un petit peu accélérer à terme. Et donc ça veut dire, sans être dramatique, sans vous dire que c'est le grand retour comme en 2022, ce n'est pas un choc peut-être un peu moins violent, mais ça veut dire qu'on ne va rien faire. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on a bien une dégradation de l'économie. C'est pas bon pour la bourse, pour les actifs risqués. Mais en même temps, on a un risque inflationniste et des banquiers centraux qui vont rien faire. Donc, ça donne pas beaucoup de marge d'arbitrage. Le prochain président de la Fed, Kevin Warsh, qui va arriver en mai. Alors, évidemment, il ne sera pas tout seul à décider. Mais il pourrait se dire quand même, voilà, il faut soutenir. Je suis là pour soutenir aussi la demande et l'emploi. Donc, ça vaut peut-être une petite baisse de taux, en plus, largement demandée par Donald Trump. Oui, mais est-ce qu'il a aujourd'hui les indicateurs qui le permettent ? Il le fera, il peut le justifier que si le marché du travail connaît une forte dégradation. Là encore, on a eu les chiffres hier, l'estimation, on est autour de 60 000. Alors certes, c'est des créations d'emplois très concentrées dans quelques secteurs, on voit que d'autres secteurs souffrent. Ça, il n'y a pas de souci, on est tous d'accord là-dessus. Le marché du travail est quand même pas en excellente forme aux États-Unis, mais il n'est pas non plus en train de se dégrader violemment. Et en Europe, on a eu hier le taux de chômage en Europe qui est au plus bas historique. Alors, moyenne européenne, pour l'instant, il n'y a pas de signaux de retournement du marché du travail. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il n'y a pas de boucle prix-salaire. C'est-à-dire qu'on avait vu notamment en 2022 que les salaires n'avaient pas eu finalement, ça ne s'était pas auto-entretenu, ça n'a pas auto-entretenu l'inflation. Donc on ne voit pas pourquoi ça le ferait maintenant. Mais en tout cas, il n'y a pas de situation d'urgence sur l'économie qui justifierait qu'on dise il y a un choc énergétique, il y a un choc sur les prix, donc l'économie va brutalement chuter, donc j'agis. Là, ce n'est pas encore le cas. Donc ça sera quand même très difficile. En tout cas, ça enlève de la visibilité aux banquiers centraux. On sait qu'ils sont très prudents maintenant. Alors, même si M. Warsh est peut-être un petit peu plus colombe, on va dire, il n'est pas tout seul. Et très clairement, tous les banquiers centraux régionaux sont l'arme sur le pied. D'ailleurs, il y a maintenant vraiment une concordance, à part un ou deux membres au sein des membres votants qui sont un peu plus colombes, mais globalement, il y a une concordance quand même de tous les banquiers centraux américains pour dire on ne fera rien. Donc, quand on est dans cette situation-là, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs sur les marchés monétaires, on a repoussé la première baisse des taux. On pensait en juin, on est plutôt sur la fin d'année maintenant, parce qu'on se dit que ça crée de la volatilité, ça crée de la perturbation, et donc on n'a pas besoin, on ne va pas avoir finalement de baisse de taux. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne laisse pas beaucoup de marge pour les... Alors moi je pense qu'il y a deux choses qui sortent très clairement maintenant, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur les rotations sectorielles. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous achetez le pétrole, mais si demain tout va... Alors on va prendre M. Trump... Mais la tech a encore de beaux jours devant elle. C'est une interrogation ça, la tech. Parce que la tech, on pourrait la jouer en effet, mais la tech, elle a plusieurs éléments. D'une part, l'investissement IA... ça peut être un peu décorrélé parce que, bon, certes, s'il y a un choc inflationniste, ça va jouer, mais ça peut être un peu décorrélé parce que c'est une volonté des entreprises. Au contraire, le dernier Beige Book hier nous disait que les entreprises américaines cherchaient à améliorer leurs marges, à pas répercuter les hausses de coûts sur les prix grâce à des gains de productivité, et ils pensaient que grâce à l'IA, ils allaient avoir ces gains de productivité. Donc, ils n'embauchent pas, ils licencient pas, mais d'un autre côté, on cherche à réduire au maximum les coûts grâce à l'IA. Donc, l'IA, l'investissement en l'IA, c'est un peu sanctuarisé et c'est un investissement qui est solide. Donc je ne crois pas vraiment qu'on aura de grosses déceptions sur les investissements pour l'instant, à part si vraiment il y avait une difficulté financière pour les entreprises, mais ce n'est pas le cas. Donc on va dire, c'est le côté positif. Par contre, n'oubliez pas, tout ce qui est technologique est très sensible au prix de l'énergie.
Donc ça va être un vrai problème par contre. Donc si on était dans une vague où le coût de l'énergie augmentait énormément, ça augmenterait les budgets naturellement d'utilisation de l'IA, ça mettrait une méga pression pour avoir un retour sur investissement pour tous ces acteurs. Donc c'est pas totalement décorrélé. Mais ce que pourraient acheter les marchés, c'est de dire toute la partie mémoire, toute la partie processeur, toute la partie... Comme on sait que maintenant les hyperscalers nous ont promis, ils vont faire leurs investissements, on a encore vu les résultats de Broadcom hier soir, ça montre que finalement on a peut-être plus de visibilité sur ces valeurs-là, parce que c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que les rotations sectorielles peuvent aller très vite. Aujourd'hui, on peut acheter les valeurs pétrolières, mais demain, on peut les revendre aussi vite si ça se calme. On peut acheter les biens de consommation, mais si demain, c'est un choc sur la consommation, les ménages vont réduire leurs achats de biens discrétionnaires, parce qu'on sait que les ménages sont très prudent en Europe et sous contrainte financière très forte aux États-Unis. Donc dans les deux cas, on pourrait avoir soit encore une montée du taux d'épargne en Europe ou alors des ménages américains qui sont étranglés. Donc on n'a pas de visibilité du côté de la consommation. Après, même les valeurs très industrielles, on a un problème de chaîne d'approvisionnement. Et donc, ça pourrait aussi affecter l'activité. Alors que dans le secteur, ce que nous a encore même dit hier soir Broadcom, ils arrivent à très bien gérer leur chaîne d'approvisionnement. Pour l'instant, on a vu que Taïwan, on a les commandes à l'export qui se portent très bien et qu'il n'y a pas de problème d'exportation de Taïwan, par exemple. Ça fait partie des indicateurs qu'on suit et il n'y a pas de tension extrême sur les chaînes d'approvisionnement. Donc, c'est vrai que ça peut être un secteur refuge, mais il y a ce petit élément énergie quand même qui pourrait un petit peu freiner. Donc ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Donc c'est juste pour vous dire, moi je pense qu'aujourd'hui dans cette phase d'incertitude, il faut jouer les indices globaux. Éviter de faire de la sélectivité. Et de toute façon, on est déjà très largement pondéré en tech les indices globaux. Jouer plutôt un S&P équique pondéré ou éventuellement les indices globaux parce que les rotations sectorielles vont encore être très violentes et pour l'instant, on est soumis à la géopolitique et on n'a pas de visibilité sur la géopolitique. Donc attention, pas prendre trop de paris en termes de... Mais quand même positif sur les États-Unis. Alors, positif, oui, parce que c'est le marché directeur pour l'instant. C'est vrai que je pense que les gestions qui avaient commencé à diversifier en Europe vont être beaucoup plus prudentes et vont attendre que ça se calme un petit peu. Donc je pense qu'effectivement, ça redonne un peu du poids dans le portefeuille américain. Mais encore une fois, je pense qu'il vaut mieux jouer les indices. On est obligé de rester un peu investi en bourse parce qu'on sait que ça peut rebondir très vite et ça va très très vite. Mais surtout pas faire de paris trop forts sectoriels parce que ça peut se retourner très vite. Oui, et puis ça va pénaliser une fois de plus donc, les marchés européens. Merci à vous, Christian Parizeau, conseiller économique chez Aurel BGC.